Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue aux 12 heures de ce 29 novembre. À la une de l'actualité, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, présente ses condoléances suite au décès du cheikh Dahiru Osman Bauchi, grand calife de la Tariqa Tijaniya au Nigeria. Dernier jour pour la conférence ministérielle africaine sur la production locale de médicaments. La déclaration d'Alger adoptée hier constitue une base commune pour construire une souveraineté sanitaire dans le continent. Les détails tout à l'heure. La question du Sahara occidental revient sur le devant de la scène avec la 49e édition de Le Coco. Elle se poursuit ce samedi avec une participation singulière de l'Algérie, représentée par plusieurs organisations, mouvements et parlementaires algériens. Et on termine notre journal dans une ambiance festive et chaleureuse sur les hauteurs de Cheria. Malgré le froid, le parc national a enregistré une importante fréquentation suite aux neiges tombées ces derniers jours. Reportage à suivre dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, les condoléances du président de la République, Abdelmajid Tebboune, à la famille du cheikh Dahiru Osman Bauchi, grand calife de la Tariqa Tijaniya au Nigeria. Voici le contenu. Allah dit et fait la bonne annonce aux endurants qui disent quand un malheur les attend. Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournons. C'est une tragédie douloureuse qui fend le cœur de tristesse et nous nous disons que ce qui plaît à Dieu, que Dieu te fasse miséricorde, t'accorde les plus vastes jardins du paradis et t'accepte auprès de lui et dans les plus hautes sphères. C'est une perte grande et immense pour l'ensemble de la Oumma islamique que le décès de Dahiru Osman Bauchi grand, le pôle érudit islamique nigérian, est l'un des guides spirituels de la Tariqa Tijaniya à un moment où la Oumma a besoin de lui en raison de la science abondante qu'il portait, avec laquelle il a éclairé des pays de notre continent et au-delà, contribuant avec les savants de la nation à la diffusion de la religion et au renforcement des liens entre les foyers de l'islam. Il fut toujours l'un des meilleurs à présenter notre sainte religion au monde, alors que nous présentons nous-mêmes nos condoléances pour cette immense affliction. Je présente en mon nom personnel et au nom de l'Algérie tout entière mes condoléances sincères et ma profonde compassion à sa famille et à tous ceux qui l'aimaient dans le monde. Et j'adresse une mention spéciale à ses frères et ses disciples de la Tariqa Tijaniya au Nigeria, frères implorant le Tout-Puissant de l'entourer de sa vaste miséricorde et de prêter assistance et réconfort aux siens. Fin du message du président de la République. Et la conférence ministérielle africaine sur la production locale de médicaments s'achève aujourd'hui. L'événement qui s'est tenu sous le haut patronage du président de la République a adopté hier la déclaration d'Alger. Elle constitue une base commune pour construire une souveraineté sanitaire dans le continent. Couverture de Walid Yousfi. Ce sont pour la plupart des experts et représentants d'organisations internationales réunis pour une rencontre stratégique. Au programme, développer une industrie pharmaceutique capable de répondre aux besoins du continent et réduire la dépendance aux importations. Au terme des 2 jours de travaux, la déclaration d'Alger a été adoptée par les participants. Réaffirmant les aspirations de l'agenda 2063 de l'Union africaine, notamment ses objectifs visant à renforcer les systèmes de santé et garantir l'accès à la santé et à la nutrition, à accélérer la transformation industrielle grâce à la valeur ajoutée, la science, la technologie et l'innovation, et à accroître le commerce intra-africain et l'intégration économique. C'est une convention très importante car elle permettra d'ici 2030-2035 d'atteindre une forme d'autonomie dans le domaine de l'industrie pharmaceutique ainsi que dans les technologies de la santé. Nous invitons tous les pays africains à prendre part à ce projet. Durant ces 2 jours, les participants ont travaillé sur une feuille de route commune. Objectif, renforcer les capacités industrielles, favoriser le partenariat et améliorer l'accès aux médicaments essentiels pour les populations africaines. Je crois que ce qu'il faut d'abord retenir, c'est la volonté et la capacité de l'Algérie à rassembler tous les États africains en un seul lieu durant 2 jours
pour réfléchir aux problématiques d'accès donc aux médicaments en Afrique. Et les réflexions, les échanges, les panels et les conférences ministérielles qui ont été organisées ont permis aujourd'hui de fédérer, on va dire, la volonté commune des États africains d'aller de l'avant en matière de développement de l'industrie pharmaceutique. Si nous atteignons les objectifs fixés, nous pourrons reproduire l'expérience algérienne dans les 46 autres États membres. Ils ont beaucoup à apprendre de l'Algérie. Cet échange est essentiel car l'enjeu majeur reste le transfert de compétences. Cette conférence ministérielle africaine sur la production locale des médicaments marque ainsi une étape importante vers une coopération à l'échelle continentale, de quoi bâtir une industrie pharmaceutique africaine souveraine, moderne et durable. En plus d'une sécurité sanitaire, l'Algérie vise à atteindre une sécurité alimentaire. Pour ce faire, la préservation des terres cultivables est primordiale. À Biskra et Ouled Djellal, par exemple, wilaya maraîchère, l'agriculture intensive a fini par mettre les sols à rude épreuve. Et aujourd'hui, les chercheurs et agriculteurs expérimentent de nouvelles pistes, produire de manière plus respectueuse. Mohamed Amin Boutoumi et Mélim Damis. Wilaya agricole par excellence, Biskra produit des quantités considérables de fruits et légumes qui approvisionnent le marché national. Et pour atteindre le rendement nécessaire, réaliser des bénéfices et couvrir les coûts de production, la majorité des agriculteurs recourent à l'utilisation d'engrais et de pesticides chimiques nocifs pour la santé. Tandis que d'autres exploitants agricoles adoptent un mode de production plus sain et naturel, appelé l'agriculture biologique. Les forêts restent productives parce qu'elles évoluent sans engrais ni pesticides. En revanche, nos terres cultivées y sont exposées, ce qui détruit progressivement les organismes essentiels au maintien de l'équilibre naturel. Ces techniques agricoles modernes donnent des résultats rapides, mais à long terme, elles affaiblissent tout le sol. La nature des paniers a changé, la récolte a changé et même le climat a changé. Grâce à cette méthode, nous avons obtenu de bons résultats. L'agriculture biologique s'inscrit dans une vision plus large de l'agriculture durable, un domaine dans lequel le Centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides occupe un rôle majeur grâce à ses missions d'analyse, de recherche et d'accompagnement. La problématique réside dans la manière d'utiliser des alternatives biologiques pour lutter contre l'ensemble des fléaux agricoles. En remplacement des traitements chimiques, ces derniers sont limités à un usage unique et présentent des effets néfastes sur l'environnement ainsi que sur la santé humaine. C'est pourquoi il est essentiel de valoriser toutes les alternatives disponibles. On ne peut pas vivre sans nourriture. Le défi aujourd'hui est de pouvoir accéder à une alimentation saine et équilibrée. Le Centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides s'emploie à généraliser des expériences documentées et scientifiquement prouvées afin de préserver la fertilité des sols et de poursuivre le programme de lutte intégré dans la production agricole. On va à Mila à présent, où la filière avicole est l'une des plus importantes du pays. Une production qui ne cesse de croître grâce à des éleveurs misant sur la rigueur, l'hygiène et la modernisation de leurs unités d'élevage. Les capacités augmentent d'année en année, ce qui crée de l'emploi et sécurise l'approvisionnement en viande blanche et en œufs notamment. Reportage de Majda Jahmoud. Avec une production annuelle dépassant les 200 000 quintaux de viande blanche, Mila s'affirme comme l'un des pôles avicoles les plus dynamiques du pays. Au cœur de cette filière en pleine expansion, tout commence dans le poulailler. Ici, à Chelroum l'Eid, les poussins sont élevés avec les plus grands soins. Température, alimentation, hygiène, en somme, rien n'est laissé au hasard. Nous laissons le poussin grandir 45 jours. Nous nous assurons d'une croissance saine avant de le destiner à la consommation. Nous avons près de 8000 poussins dans notre hangar. Il y a des catégories de poussins selon l'usage. Ceux destinés à la reproduction ou à la pendaison par exemple.
Aujourd'hui, notre projet est à 80% de réalisation et ce, grâce aux décisions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a insisté sur les walis pour régulariser la situation des terres sans titre de propriété. Notre objectif est d'être à la hauteur et assurer l'autosuffisance. Au niveau de Mila, plus de 112 000 poules pondeuses sont recensées. 5 000 d'entre elles se trouvent dans ce poulailler qui assure chaque jour un rendement régulier en œufs. À Tlerma, ici, l'élevage est une affaire de famille qu'on inculque même aux plus jeunes. Mon projet a démarré avec l'amour de notre famille pour l'élevage des animaux, mais aussi un crédit en SEJ qui m'a permis d'arriver jusqu'à 27 garages aujourd'hui. Le suivi se fait au quotidien et la production est de 4500 œufs par jour. Grâce aux facilitations et l'accompagnement de notre État, de nouveaux garages seront bientôt prêts. Ils sont à 70% de leur réalisation. Notre souhait est d'élargir notre activité pour alimenter toute la wilaya de Mila. Et sur les 9 166 000 poulets de chair à Mila, pas moins de 4 000 sont abattus quotidiennement à Mchira au niveau de cet abattoir de volailles. En activité depuis 3 ans déjà, il alimente Mila, mais également Constantine, Batna, Annaba, Skikda et Hassim Saoud. L'hygiène est ce qu'il y a de plus important dans notre activité. Nous veillons à ce que chaque poule arrive sur le marché dans des conditions irréprochables. Nous abattons 1000 poules par heure et avec une extension et un poste électrique qui sont nos souhaits, nous pourrons aller jusqu'à 10 000 poules par jour car notre objectif est d'alimenter tout l'est du pays. Nous sommes une équipe de jeunes à travailler ici, entre 18 à 20 employés. Nous emballons tous les jours entre 3 000 à 4 000 poules. La filière avicole de Mila s'impose comme un exemple de professionnalisme et de dynamisme. Elle crée des emplois, garantit la qualité et l'hygiène et contribue pleinement à l'autosuffisance alimentaire de la région et au-delà. On reste dans l'élevage, mais Kamlin cette fois. Dans le sud de Babar, à Khanjla, une famille s'est spécialisée dans l'élevage de chamelles. Un métier exigeant, mais aussi très satisfaisant, comme nous l'explique Belkacem dans ce reportage de Hicham Karrah. Commentaire de Mariam Damis. Au sud de Babar, dans la wilaya de Khanjla, c'est une histoire de famille qui s'est forgée au fil des blatterements des chameaux. Une histoire qui remonte à plus de 30 ans et aujourd'hui, Belkacem perpétue le métier de chamelier, hérité de son père. Un travail exigeant qui demeure encore pour lui un véritable défi. La majeure partie de son temps est consacrée à son métier, sa passion. Soigner et bichonner les chamelles de Belkacem le lui rendent bien. Je prends soin de mon troupeau. Chaque matin, je les inspecte. Après, je les laisse paître de 8 h du matin jusqu'à 19 h. J'ai élevé cette chamelle depuis qu'elle était toute petite. Dès qu'elle me voit, elle vient directement vers moi. Il y a une véritable connexion entre nous. C'est une complicité tissée et nourrie au fil des années. Belkacem connaît les habitudes de ses chamelles, leurs réactions et leurs besoins. Et lorsqu'il les libère, elles s'éloignent en toute confiance pour se nourrir dans les terrasses alentours. Je possède entre 200 et 250 chamelles. J'ai passé ma vie à les élever. Je voudrais léguer cette richesse aux générations futures. Au sud des Aurès, le paysage offre des conditions idéales pour l'élevage camelin. Belkacem fait partie des derniers éleveurs à préserver cette activité ancestrale, un métier exigeant qui demande autant d'efforts que de patience. Mais au Maroc, la vaste opération de démolition initiée par le Marzen se poursuit et fait de plus en plus de sans-abri. Des familles entières se retrouvent à la rue sans aucune alternative. Elles appellent à l'aide, rejoignant ainsi les nombreux Marocains désespérés. Walid Yousfi. Dans plusieurs régions du Maroc, le Marzen durcit sa politique répressive à l'encontre des franges les plus vulnérables de la société, les marginalisant de plus en plus.
Des déplacements forcés sont menés de manière systématique. Des familles entières se retrouvent dans la rue. Elles sont évincées de leurs terres, expulsées de leurs maisons, sans la moindre explication et encore moins une quelconque compensation. Je n'ai fait que réclamer mes droits. Seulement, on m'a répondu que je n'aurais rien. L'autre conséquence de cette politique répressive menée par un Marzen au bord de l'explosion n'est autre que les enfants abandonnés à leur sort. Les écoliers parcourent chaque jour plusieurs kilomètres pour rejoindre les bancs de leur école. Rien ne leur est assuré, pas de transport scolaire ou même de transport public. Les pauvres enfants n'ont aucun moyen de transport. Ils ne sont pas en sécurité. Ils sont exposés aux intempéries. Le régime du Marzen, engagé dans la voie de la normalisation avec l'entité sioniste, multiplie les concessions pour satisfaire ceux qu'il pense être son protecteur. Selon les observateurs, cela relèverait plus du mirage que d'un véritable soutien. Et à Paris, la question du Sahara occidental revient sur le devant de la scène avec la 49e édition de Le Coco. Elle se poursuit ce samedi avec une participation singulière de l'Algérie. Une mobilisation représentée par plusieurs organisations, mouvements et responsables engagés dans la défense du peuple sahraoui. Au niveau parlementaire également, où la voix algérienne résonne par plusieurs députés réaffirmant le soutien constant des institutions algériennes à cette cause juste. Je vous invite à écouter ces déclarations. C'est l'Europe qui est solidaire avec le Maroc. C'est l'Europe qui viole la légalité internationale. Donc, comme l'ont bien dit les précédents intervenants, la société civile, elle est, je dirais, assez modeste en Europe. Que devons-nous faire pour pouvoir élargir le réseau? Il est très important que nous sortions de cette session avec non seulement des recommandations, mais une ligne, une feuille de route pour dire que devrons-nous faire d'ici la prochaine session. Qui plus est encore au centre de Paris même, et aujourd'hui à l'Assemblée nationale française, qui est le temple de la démocratie française. Et donc c'est une interpellation directe à la France officielle pour l'atteinte qu'elle porte au droit international en soutenant la marocanité des arts occidentales, en dépit du droit international qui est d'une évidence claire pour le droit du peuple sahraoui à choisir librement son destin. Alors le message est très très clair dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui, géopolitique et tous les changements de position de certains pays. Tout simplement que l'Algérie défendra via son peuple, via son gouvernement, la voix du peuple sahraoui en défendant les causes justes. En l'occurrence le Sahara occidental, qui a le droit à l'autodétermination. Nous allons continuer le combat au détriment de tout ce qui se dit, spécialement la dernière résolution onusienne, où la partie concernée, donc le Royaume du Maroc, a diffamé, a menti sur la décision finale du secrétaire général. Et hier, à l'ouverture de la 49e édition de Le Coco, une conférence de presse a réuni responsables politiques européens, juristes et défenseurs du droit international. Il était question notamment de rappeler ce que dit vraiment la dernière résolution du Conseil de sécurité, dénoncer également les interprétations qui tentent de légitimer l'occupation marocaine. Correspondance de Afaf Belhouchet. Ils sont venus de partout en Europe, députés, juristes, syndicalistes, responsables associatifs. Le Coco s'installe à Paris, une étape doublement symbolique dans la capitale du plus ancien et plus acharné soutien diplomatique du Maroc sur la question du Sahara occidental. Le Premier ministre sahraoui est venu délivrer d'ailleurs un message politique clair. Le peuple sahraoui reste seul maître de son avenir. Le peuple sahraoui demeure le seul détenteur légitime du droit à décider de son avenir. La confusion née après la résolution onusienne ne reconnaît ni souveraineté marocaine ni le plan d'autonomie comme unique issue. Seule une solution conforme au droit international pour ouvrir la voie à une paix juste et durable, nous laissant la porte ouverte aux négociations. Dans un monde où l'architecture des valeurs vacille, cette conférence de presse affirme un point d'ancrage essentiel, le droit international comme boussole, la légalité européenne comme garde-fou et le droit humanitaire et les décisions juridiques comme ultime rempart contre les logiques des puissances. Le combat que nous menons aujourd'hui est un combat à côté du peuple sahraoui, comme on est d'ailleurs aux côtés du peuple palestinien et de tous les peuples colonisés. Et c'est pour essayer de sauvegarder
sauvegarder, je dis bien, une conception des relations internationales, du droit international, du droit humanitaire, de sauvegarder ces fondamentaux-là dans une situation qui est celle d'une espèce de tempête provoquée par M. Trump et suivie par les Européens. Et donc, nous sommes là devant une obligation de réagir. Pour réagir, clairement, nous avons les syndicats qui ont pris et qui font de plus en plus fait et cause pour la question du Sahara occidental, parce qu'ils savent que c'est le même problème qui les atteint aujourd'hui dans la fragilisation de nos propres sociétés. Et donc, il y a de nouvelles alliances qui sont en train de se créer. Car la bataille juridique devient économique. Les agriculteurs français et européens comptent désormais parmi les premières victimes des accords illégaux intégrant les produits issus du Sahara occidental occupé. Cette semaine encore, à Perpignan, les confédérations paysannes ont mené une action coup de poing contre les concurrences déloyales des importations. Des marchandises introduites dans le marché européen sans respect des normes, sans payer les mêmes taxes, sans droits humains garantis et dans l'illégalité face à la justice européenne. Opération de retrait de tomates illégales. Et nous, Confédération Paysanne, on est pour la solidarité entre les peuples et on peut faire du commerce sans signer des accords de libre-échange délétères. À Bruxelles aussi, plusieurs députés européens montent au créneau. Toute cette violation très claire, flagrante de l'arrêt d'octobre 2024 ont suscité un désaccord total, une majorité qui s'est constituée aujourd'hui, qui a été reflétée par le vote d'avant-hier. Il faut rappeler que pour adopter l'accord de 2019, la commission d'agriculture avait endossé l'accord novembre 2018 par majorité écrasante. Et le vote pour le Parlement janvier 2019, c'était 444 voix pour endosser l'accord. Maintenant, c'est l'inverse qui se produit aujourd'hui. C'est une majorité contraire à l'approche de la Commission, 359 qui ont voté pratiquement pour faire tomber l'étiquetage avant-hier. Et je crois que même l'accord dans sa nouvelle version complique davantage les possibilités des syndicats de l'agriculture de continuer à commercialiser leurs produits en Europe. Cette matinée inaugurale donne le ton de 2 jours d'affrontements intellectuels, argumentaire juridique implacable, démonstration des effets économiques négatifs pour la France et pour l'Europe et mise en cause directe des choix politiques français. Depuis Paris, une certitude s'impose. Le droit international n'est plus seulement une cause sahraoui, il devient un enjeu européen. On va parler sport, football. La sélection nationale des A' est arrivée ce matin à Doha où elle prépare déjà sa première sortie dans le cadre de la Coupe arabe. Les protégés de Majid Bougra entreront en lice dès ce mercredi à 13h face au Soudan avant d'enchaîner contre le Bahreïn le 6 décembre et termineront la phase de groupe par le match au sommet face à la sélection irakienne. Il faut dire que l'Algérie est la tenante du titre et aspire à renouveler l'exploit dans cette édition de 2025 au Qatar. Tous les matchs de la compétition seront diffusés sur les chaînes de l'UKTV. Donc soyez au rendez-vous. Et les neiges tombées ces derniers jours ont couvert les hauteurs de Shriara. Le parc national a aussitôt enregistré une fréquentation importante. Et malgré le froid, l'ambiance était chaleureuse et festive. Karim Al-Ashmad et Raouf Hamouch. Une scène digne d'un tableau panoramique. Les premiers flocons de neige de la saison sont tombés, couvrant le massif blidéen d'un manteau blanc immaculé. De nombreux visiteurs n'ont pas perdu de temps pour rejoindre les hauteurs de Shriara et profiter de ce décor hivernal. Nous venons de Relisen. Pour nous, cette sortie est une façon de déstresser, de changer un peu d'air. Mon père nous a emmenés à Shriara pour souffler un peu avant les examens. Je suis venue avec mon frère Doran. Chez nous, il n'a pas encore neigé cette année. Alors, on est très content de profiter de la neige ici. C'est une belle sortie, ça nous change les idées. La beauté du massif de Shriara enveloppé dans son voile blanc invite à l'émerveillement et à l'évasion. La forêt dense, les sentiers enneigés et l'air glacé apportent à chacun un sentiment de liberté. Je viens de Djelfa et je n'avais jamais vu un paysage pareil. L'ambiance est incroyable, la neige, les familles, tout est réuni pour passer un moment inoubliable. Je passe de très bons moments avec mes amis. On a fait de l'équitation, on a caressé les chevaux et profité de la neige. On profite de la neige et de l'ambiance, mais il est important de laisser l'endroit propre. C'est notre responsabilité à tous pour que ce site reste agréable.
Entre neige, nature et détente, Chelea offre un moment unique où familles et touristes se retrouvent pour profiter, se ressourcer et partager des instants magiques tout en respectant cet espace exceptionnel. Et on va terminer en musique à l'Opéra d'Alger avec ce concert exceptionnel tenu hier soir. Des chefs-d'œuvre de l'opéra italien ont été exécutés par des stars de l'Arena de Vérone. Une soirée mémorable pour les amateurs de musique classique, présents en nombre d'ailleurs. Compte rendu de Meide Chebout. Dans la salle de l'Opéra d'Alger, les premières notes s'élèvent. La Fondation Arena de Verona fait vibrer la scène avec les grands airs de Verdi, Puccini et Rossini. Des mélodies puissantes, des timbres chaleureux, une précision qui capte immédiatement l'auditoire. Les artistes venus tout droit d'Italie enchaînent les tableaux du répertoire lyrique. Chaque aria, chaque montée vocale arrache un souffle au public. C'est la première fois pour moi d'être en Algérie. Dans l'Algérie, je suis vraiment très heureuse et très honorée d'être ici dans cette merveilleuse théâtre de l'opéra. C'était une immense émotion de chanter pour ce public si chaleureux et d'une culture si différente. Pour nous, c'est une expérience qui nous enrichit énormément. Dans les coulisses comme dans les gradins, l'atmosphère est la même. Respect, admiration, curiosité. Cette soirée s'inscrit dans une collaboration culturelle entre l'Algérie et l'Italie. Pour nous, les avoir ici à Alger ce soir, c'était une occasion vraiment spéciale. Nous savons combien nos amis algériens ont un amour spécial pour la culture italienne et donc nous sommes très heureux de leur avoir donné l'opportunité ici d'avoir un avant-goût de la saison estivale de la Fondation de la Reine de Vérone. La réponse exceptionnelle du public algérien nous donne encore plus d'énergie pour entamer de nouveaux projets, et toujours en collaboration avec le ministère de la Culture et des Arts et avec l'Opéra d'Alger. Les réactions se multiplient. Regards émerveillés, applaudissements spontanés, sourires surpris, le public algérien touché répond avec chaleur et enthousiasme. C'était sympathique. Ça valait le coup de traverser l'Est algérien pour l'opéra. La population qui est venue assister a vibré. Et il y a eu comme un amour de l'opéra italien, qui nous a été révélé ce soir. Merci à tous les organisateurs. Entre élégance italienne et énergie algérienne, le concert devient un moment suspendu, un dialogue entre deux cultures, une parenthèse artistique qui rappelle que, dans ses plus belles formes, la musique il parle à tous. Voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur Canal Algérie.